Il est 22 h, bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski des activités du fonds de garantie pour les PME et les PMI. Et dans l'actualité internationale, premier réchauffement avec la libération des prisonniers côté ukrainien et russe. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdourahmane Kamel Mohamed a décoré de la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin le commandant Dominique Duro dans le salon d'honneur de la primature. En service à Djibouti depuis 3 ans en tant que conseiller technique du directeur général de la police nationale, le commandant Dominique Duro doit quitter ses fonctions après de bons et loyaux services rendus, raison pour laquelle il a reçu cette médaille. Le commandant Dominique Duro est arrivé le 2 janvier 2016 à Djibouti. Il a participé à la formation continue des policiers djiboutiens dans de nombreux domaines, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Il a joué également un rôle important dans les exercices conjoints organisés avec les policiers du RAID français. Il a aussi préparé les policiers djiboutiens aux tests de sélection pour accéder aux écoles de police françaises. Durant la cérémonie, le commandant était entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs. Également était présent le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah. C'était dans les titres de ce journal. Les petites et moyennes entreprises disposent désormais d'un fonds de garantie à l'initiative de plus hautes autorités dans la lutte contre la pauvreté. Non seulement les appuis sur leur activité, mais aussi et surtout à contribuer à la croissance économique. Tel était donc l'objectif de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski entre les membres du gouvernement et les représentants du secteur bancaire. Le fonds de garantie est une initiative prise par le gouvernement pour booster le secteur privé. Sa mise en place fait suite à un constat selon lequel le tissu industriel et économique est très mal développé et très peu diversifié. Pour donner un nouveau souffle à ce secteur à travers l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire que le fonds a été donc initié, ce fonds va favoriser la création des filiales, notamment des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries dans notre pays. Son objectif donc étant d'améliorer les conditions d'accès des micro-entreprises et des PME légalement. L'actionnariat est composé donc par l'État. Cette cérémonie de lancement est l'aboutissement d'un lent processus pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique avec ses fonds de garantie afin d'accélérer son développement tout en luttant contre la pauvreté par la création et l'offre d'emploi aux jeunes. Une cérémonie de signature a été faite entre les représentants du secteur privé, les principaux hauts responsables de cette institution. Ce fonds de garantie est destiné donc entre autres à la création de la modernisation des unités industrielles et à l'extension de leur activité. Il va également octroyer des crédits à court terme comme par exemple les crédits de fonds de roulement pour les petits commerces. Le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a pris la parole donc durant cette réunion. Il a félicité cette initiative et précisé que le fonds de garantie joue un rôle prépondérant dans la croissance et le développement d'un pays. On l'écoute. Ambitieux qui correspond à une grosse partie du puzzle que nous devons assembler pour le secteur financier à Djibouti. Tout s'est construit petit à petit. Et après des années d'examen minutieux sur les carences de la place par rapport au financement de l'économie, c'était ces projets-là qui ont été identifiés et qui a été mis en place et qui est maintenant sous la direction du ministère des Finances et qui depuis déploie son déroulement pour le rendre opérationnel. Donc aujourd'hui c'est une étape importante. Il sera suivi d'autres tout aussi importantes qui seront certainement marquées par la participation de prise en risque au niveau de l'actionnariat du fonds de garantie partielle, parce que dans l'état actuel des choses, il y a essentiellement l'effort du gouvernement qui est caractérisé et qui est porté par ces projets. Et donc le capital appartient dans sa globalité à l'État. Le fonds de garantie, la provision pour supporter le risque est également supportée par l'État, par le gouvernement. Donc dans une seconde phase, nous allons certainement célébrer
l'entrée dans les capitales des institutions financières qui permettra d'étoffer davantage les muscles de fonds de garantie partielle de crédit qui, comme je le disais tout à l'heure, représente quelque chose, un espoir important pour tous les petits porteurs de projets qui sont confrontés dans leur démarrage par la question importante portant sur la garantie. Et quant au ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, il a rappelé que ce fonds fournira les garanties bancaires aux institutions financières afin de stimuler le financement des PME et de libérer leur potentiel à favoriser une croissance inclusive pour le pays. On l'écoute. Le gouvernement de Djibouti, en premier le chef de l'État, conscient de cette contrainte, s'est déployé depuis ces longues dernières années à lever tous les obstacles, à permettre la réalisation d'un pilier important de la vision de la République de Djibouti. En l'occurrence, un rôle de plus en plus actif du secteur privé dans l'économie nationale. Le secteur privé doit porter le développement de ces pays et créer les emplois que nous recherchons pour la jeune population djiboutienne de plus en plus nombreuses. Ces dernières années, beaucoup d'initiatives ont été engagées. Ces initiatives majeures, entre autres, portent sur un effort considérable sur l'environnement des affaires. L'environnement des affaires pour faciliter la vie du secteur privé, l'épanouissement du secteur privé et le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vibrant. Beaucoup de mesures sont prises et ces mesures nous ont permis de gagner un nombre important de places dans Doing Business. Vous le savez bien, en moins de 4 années, nous avons gagné un peu plus de 80 places, en passant de la 176e place à Doing Business à aujourd'hui parmi les 100 pays sur le top 100. Mais ce n'est pas seulement Doing Business qui va changer les choses. Nous avons voulu lever les contraintes pour ce qui concerne l'enregistrement et la facilitation d'installation pour les entreprises, qu'elles soient petites, mais également les grandes entreprises et les investissements directs étrangers, en créant un guichet unique qui permet de concentrer tous les efforts et de permettre de réduire une bureaucratie très lourde dont les opérateurs privés en souffraient. Et après le lancement du fonds de garantie, donc le ministre de l'économie et des finances a reçu dans son cabinet une délégation d'experts japonais conduite donc par l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Au terme de cette rencontre, des discussions ont porté sur la coopération par la collecte d'informations sur la gestion financière de notre pays et par la suite échanger les points vus donc avec les différentes institutions djiboutiennes afin d'établir une stratégie de management financier. Djibouti, dans sa transformation économique et son ambition de hub régional, veut diversifier son économie et revise donc sa stratégie de développement d'un modèle à plusieurs modèles et impliquer le secteur privé pour une meilleure croissance. Le ministre a souligné que Djibouti est aujourd'hui en synergie avec la mondialisation économique et les échanges. Cela, a-t-il dit, doit nous permettre d'avoir une pensée qui ne se limite pas au niveau local mais international pour être en parfaite connexion avec les opportunités et la conjoncture économique mondiale. Notons au passage que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre la République de Djibouti et le pays du soleil levant. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a organisé à son siège aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation. Cette cérémonie qui a vu la participation donc de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mona Ousmane, et du directeur général de l'ANPH, l'Agence
l'Agence nationale pour les personnes handicapées de Ali Saïd. Cette journée donc est célébrée dans le monde entier chaque année, le 8 septembre. Il rassemble le gouvernement, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés. Elle donne également l'occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Écoutons à présent la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Hasna Hamad Bilil, pour plus de précisions. De célébration de la lutte contre l'analphabétisme, je profiterai de l'occasion qui m'est offerte pour juste rappeler la place que cette lutte a occupée dans l'agenda de notre organisation, en l'occurrence l'UNFD, sous le leadership de notre première dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mohamed Haï. En effet, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a œuvré depuis notre accession à l'indépendance et jusqu'à ce jour a contribué et à éradiquer l'analphabétisme dans notre pays. Malgré l'énorme effort consenti par l'UNFD, nous n'avons pas encore réussi à éradiquer l'analphabétisme par voie de conséquences. Notre engagement ne doit en aucun cas fléchir pour plusieurs raisons. D'abord, notre objectif de réduire de manière drastique le taux d'analphabétisme ne sont pas encore atteints et l'offre de formation à l'intention des adultes analphabètes doit se poursuivre. Ensuite, notre volonté d'institutionnaliser l'alphabétisation n'est pas encore totalement réalisée. Il est temps, me semble-t-il, que nous réfléchissons à la pérennisation du programme national d'alphabétisation dans un cadre institutionnel au sein de l'UNFD en professionnalisant les acteurs du secteur comme les enseignants, les alphabétiseurs, les formateurs, voire les gestionnaires. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé que la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement de l'éducation et de l'alphabétisation est essentielle pour relever les défis et atteindre également les objectifs de développement durable. Pour moi, un grand honneur en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'être parmi vous ce matin, ici au siège de l'UNFD, lieu chargé d'histoire et des symboles à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée cette année sous les thèmes de l'alphabétisation et le multilinguisme. C'est ensuite un devoir à toute institution éducative d'être au devant de la scène dans tout processus ayant trait bien sûr à l'apprentissage, quel que soit le domaine ou le public concerné. C'est donc par conviction essentiellement lié à l'éducation des masses que s'inscrit notre présence auprès de vous depuis, bien sûr, l'accession de notre pays à l'indépendance en 1977. Mesdames et messieurs, lorsqu'on évoque la question de l'alphabétisation et des actions mises en œuvre dans ce domaine à Djibouti, on ne peut ne pas associer l'emblématique UNFD avec à sa tête sa bien sûr charismatique présidente, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haï, qui a en fait un cheval de bataille parallèlement à d'autres combats qu'elle a menés bien sûr et qu'elle continue encore à mener auprès du chef de l'État. Aussi, je lui rends hommage car la question de l'alphabétisation est loin d'être banale ou secondaire puisque elle est celle du savoir, car nulle émergence socio-économique n'est possible sans une population de femmes et d'hommes qui ne sachent lire et écrire pour contribuer au développement de leur pays et à la grandeur de leur nation. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a réuni ce matin dans son cabinet l'ensemble du corps médical, des médecins infectiologues et des directeurs des hôpitaux afin de discuter sur les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la prévention contre la maladie de chikungunya. Cette importante réunion fait suite à l'annonce faite par les autorités éthiopiennes des cas suspects mais non confirmés de chikungunya dans la ville de Deridawa et de ses alentours. Il s'agit donc d'une maladie virale transmise par des moustiques et qui provoque de la fièvre et des douleurs articulaires. Dans son intervention, le ministre a rappelé que le département de la santé a d'ores et déjà entrepris toutes les mesures préventives et curatives qui sont mises en place, le protocole d'urgence de surveillance épidémiologique et au niveau donc de tous les points d'entrée, notamment aux différents postes de
de frontières, de la gare de Nagad et de l'aéroport international de Djibouti. Ainsi, toutes les mesures de prise en charge clinique ont été activées et les protocoles thérapeutiques ont été définis dans toutes les structures de santé du pays afin d'accroître leur capacité d'intervention et permettre le traitement d'individus atteints par cette maladie. Dans les pays frontaliers qui s'appelle le chikungunya. Donc c'est une maladie à potentiel épidémique causée par un moustique qui n'a pas un haut impact, mais dont les moyens de diagnostic et les moyens préventifs sont à mettre en exergue. Il est à noter que ce moyen consiste à, une fois que vous avez les signes cliniques et que vous revenez des vacances, des maux de tête, de la fièvre et surtout des courbatures et surtout des douleurs au niveau des articulations, d'aller directement dans le centre de santé le plus proche. Et comme ça, vous allez être redirigé et le moyen préventif consiste à dormir sous moustiquaire imprégné, mais également à, comme les maladies à potentiel épidémique qui sont la dengue et le paludisme, également d'utiliser les moyens préventifs prônés par le ministère de la... Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a participé donc à la 4e exposition de Chine État arabe qui s'est clôturée donc aujourd'hui à Yinchuan, capitale de la province de Jingjia en Chine. En marge de sa participation donc, Aboubakar Omar Hadi a assisté à sa cérémonie d'ouverture avant d'avoir une réunion avec Tubo, le président de la conférence de la politique consultative du peuple chinois. En outre, le président donc Hadi a participé à un panel où il a eu l'occasion de promouvoir nos infrastructures. Et également, il a visité le stand de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Enfin, le président de l'autorité des ports et des zones franches a donné donc des interviews à des médias chinois et internationaux. Un incendie s'est déclaré ce matin vers 9h à Ambouli, derrière le centre de santé de ce quartier. Selon les témoins du quartier, donc 5 maisons ont été détruites dans ce sinistre qui a été maîtrisé rapidement par les sapeurs-pompiers et aussi avec l'aide des jeunes du quartier. Pour l'instant, l'origine de l'incendie est inconnue. Une enquête a été ouverte dans ce sens. Fait divers, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises de contrebande, les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabié, Bias, en étroite collaboration avec la brigade des douanes, a intercepté dans la journée d'hier une quantité importante de sacs de 4 de contrebande, une quantité record de 46 colis contenant chacun 100 paquets de 4 de contrebande, soit 4600 paquets, une valeur marchande estimée donc à 2 300 000 de nos francs. Et comme le veut la procédure en vigueur, l'intégralité de la marchandise de contrebande donc du CAT a été détruite par le feu en présence des agents de la douane de la région d'Ali Sabié. Les douaniers et les forces armées Bias ont en effet décidé d'engager des actions fermes contre les contrebandiers de CAT qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice à l'économie nationale. Nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier de Eleye Moussa Absiya à l'hôpital militaire Omar al-Bashir à Djibouti. Né le 1er janvier 1955 à Arta, le défunt était retraité de l'EDD où il a fait carrière durant tout son service actif. Technicien supérieur en électricité, il faisait partie des premières promotions de l'ancien CET, le collège d'enseignement technique. Outre sa brillante carrière, il a été également président de l'association des jeunes Yamagrato, dénommé Matano, avant de devenir président de l'annexe RPP de Wea. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre des Finances et secrétaire général du parti RPP, le ministre de l'Énergie, le ministre de la Communication, l'ensemble des parlementaires, les élus locaux, le directeur général de l'EDD, ainsi que toute la jeunesse et les notabilités d'Arta, de Wea et de Doralé présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Ce dernier, donc, le défunt, était également le gendre du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Tous prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, Donald Trump met fin aux négociations de paix avec les talibans. Donald Trump a annoncé donc hier soir qu'il mettait fin aux négociations de paix engagées depuis 1 an avec les talibans qui devaient
tenter de mettre fin à 18 ans de conflit en Afghanistan. Donald Trump justifie ses décisions par la poursuite des attentats en Afghanistan pendant cette période de négociation. Jeudi, un Américain a été tué à Kaboul dans l'une de ces attaques. Le président assure que les talibans en sont les auteurs. Il a également révélé au passage qu'il était sur le point de recevoir le président afghan Ashraf Ghani et séparément les principaux chefs talibans au Camp David aux États-Unis, ce qui aurait été sans précédent à quelques jours du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre. Mais cela semble être déjà de l'histoire ancienne. Pourtant, un accord semblait proche. Il devait permettre un début de retrait progressif des soldats américains en Afghanistan en échange d'une réduction de la violence de la part des talibans et du lancement de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul. Et enfin, premier réchauffement concret entre Kiev et Moscou, une lueur d'espoir dans le conflit qui oppose depuis 5 ans l'Ukraine à la Russie. Samedi, en début d'après-midi, 35 prisonniers ukrainiens retenus en Russie, dont le cinéaste Oleg Sentsov, ont été libérés au terme d'un échange avec la Russie. Les 24 marins ukrainiens capturés l'an dernier par les gardes-côtes russes au large de la Crimée figurent également parmi les prisonniers libérés. Côté russe, 35 prisonniers retenus en Ukraine sont également rentrés au pays hier. Cet échange de prisonniers pourrait désormais permettre la reprise du dialogue entre Kiev et Moscou dans un conflit séparatiste qui a déjà fait plus de 13 000 morts. La chancelière allemande Angela Merkel n'a d'ailleurs pas manqué de qualifier cet échange de prisonniers de signe d'espoir et d'appeler à poursuivre le travail pour mettre en œuvre les accords de Minsk, des accords devant permettre un retour progressif à la paix. Ils avaient été négociés sous l'égide de Paris et de Berlin, mais ils n'ont jamais été pleinement appliqués. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.